Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue notre tour de l'Amérique, et cette fois-ci, on s'arrête chez les Faucons, les Atlanta Falcons. Et toujours avec moi, comme la dernière émission qu'on avait fait ensemble, toujours Alexandre à mes côtés. Comment vas-tu, Alexandre? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Content de continuer à faire des émissions avec toi, hein. J'ai l'impression que c'est un petit duo de draft qu'on revoit sur ces off-season, c'est très sympa. Mais, mais en tout cas, ça va être sympa d'entendre ce que notre invité a à dire sur ces jolis Falcons qui ont pas mal été actifs sur cette off-season. C'est vrai, on a laissé juste Alex débriefer l'intersaison des Texans sur l'émission précédente, que vous pouvez écouter. Mais ça là, on reprend notre place tous les deux. Et du coup, on accueille le digne représentant des Falcons en France, Jonathan. Comment vas-tu, Jonathan? Salut les gars, ça va très bien et vous? Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. C'est vrai que ça fait 2 fois en peu de temps, parce qu'on s'était vu sur le récap de draft, parce que tu as une multiple casquette, mais du coup, je vais te laisser en parler. Donc, C'est ça. d'une part avec les Falcons, et puis un autre compte Twitter également. Yes, bah c'est ça. Donc, je tiens avec quatre autres membres du compte Falcoms France sur Twitter. Donc, on fait classique, hein, on donne les dernières news, on fait des live tweets, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec Baptiste aussi qui tient le compte avec moi de Falcoms France et Georgia France aussi sur Twitter. On tient le compte Les Scouts FR où on fait du scouting, on fait des fiches draft sur des joueurs NCAA qui se présentent pour les drafts. Ok. Et sur le bandeau du bas, vous avez tous les hats qui s'affichent. N'hésitez pas à aller les suivre. Donc, on a Falcons_FR. Et puis, sur l'autre compte, c'est les_scout_FR. Donc, il y a tout qui s'affiche. Et de Exactement. toute façon, tout sera en description de l'épisode. On ne change pas la trame habituelle, bien évidemment. Retour sur un bilan de 2024 de la saison des Falcons, savoir comment ça a été dans la division et puis durant la saison. Et puis on enchaîne après avec l'intersaison 2024-2025. Et puis je dirais la projection sur voilà, ce qu'on peut attendre de cette équipe qui, comme l'a dit Alexandre, a été mise en lumière cette intersaison. C'est peu de le dire. Ils ont fait quelques moves intéressants, on verra, mais en tout cas quelques moves qui ne laissent pas de marbre. Au niveau de la saison 2024, vous avez fini en négatif cette saison, avec un bilan de 8-9. Avant le début de la saison, nous, on s'est amusé à faire un power ranking, je dirais, inversé, c'est-à-dire que le numéro 1 était la pire équipe, jusqu'au 32 la meilleure équipe, et on avait classé les Falcons en 21e position. Donc, border playoff, voire playoff. Voilà. Ça n'a pas été le cas, un petit peu décevant sur ce point-là. Après, voilà, vous avez fini 15e, si on prend notre C'est ça. ordre. Donc voilà, ça fait un petit gap. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé avant de voir avec Jonathan? Écoute, saison un peu décevante, notamment parce que tu sais qu'il y avait eu un gros investissement l'été dernier sur la position de quarterback avec Kirk Cousins. Ça n'a pas pris, hein, très clairement, et l'investissement s'est avéré un peu raté. Heureusement qu'ils avaient quand même un plan B qu'ils avaient pris surprenamment, en tout cas à la draft précédente avec Michael Penix au premier tour, qui a repris le relais un petit peu de Kirk Cousins. Je ne sais plus vers quelle semaine, je crois que c'était vraiment en fin de saison qu'il avait pris le relais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on a eu le temps de voir quelques petits flashs et je pense que les fans des Falcons ont pu entreapercevoir, on va dire, le talent de ce quarterback, en tout cas que moi j'avais assez haut dans mon estime et que j'espérais qu'on aille chercher chez les Raiders à un moment donné, mais vous l'avez pris avant et puis pour l'instant, on verra si ça va marcher. En tout cas, sur cette saison 2024, je pense voilà, il y a un peu de frustration parce que tu te dis que Cousins ça n'a pas marché et que, du coup ton attaque s'est retrouvée un petit peu enrayée toute la saison. La défense a eu du mal à créer des grosses actions. Il y a eu que quelques joueurs qui sont un peu révélés. J'ai l'impression, je pense à un Jesse Bates par exemple, en tout cas qui est toujours un peu un des meilleurs joueurs à son poste. Ça, on n'avait pas trop de doutes. Mais hormis lui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu non plus trop de joueurs qui ont surnagé dans cette défense. Jonathan pourra en parler un peu mieux que moi.
Mais voilà, moi je m'attendais un petit peu mieux. Je sais qu'avant la bye week, ils avaient enchaîné une petite streak un peu positive, etc. Et sur la deuxième partie, après la bye week, tu sens qu'il y a eu un petit, je sais pas, un petit coup au moral ou je sais pas. Tu sens que ça prenait plus autant qu'avant et que bah, les playoffs se sont vite éloignés pour eux. Jonathan, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors justement, pour revenir à ce que vient de dire Alexandre sur la bye week, il y a eu 2 défaites avant la bye et ensuite un enchaînement de 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc un bilan de 2-4 après la bye, quoi. Et de 2-6 si on prend les 2 défaites avant la bye. Non, mais Alex a assez bien résumé la saison. Beaucoup d'attentes de notre côté, en tout cas chez les fans des Falcons, où il y a eu un gros investissement avec Kirk Cousins. Faut pas oublier qu'on sortait de 2 saisons avec Marcus Mariota en QB et Desmond Ridder aussi en tant que titulaire. Là, on s'était dit enfin, on a un QB, on a un bon QB potable qui va pouvoir faire le taf. Et finalement, ça a pas du tout pris. À la fin de la saison, en fait, on avait appris que Kirk Cousins a joué toute la saison avec une blessure, mais qu'il n'avait pas prévenu le front office des Falcons qu'il était blessé. Du coup, il me semble que c'était une blessure à l'épaule, donc compliqué pour un quarterback. Et puis ouais, bah, des saisons décevantes parce qu'il y a des matchs où on pensait vraiment les tenir, on était vraiment bon, et que ça a capoté, ça a lâché à des moments clés. Mais voilà, après, on en tire quand même un peu de positif, comme a dit Alex, avec Michael Penix qui prend ses reps en tant que starter en fin de saison, qui n'a pas été mauvais, qui n'a pas été transcendant, mais il a commis peu d'erreurs. Il y a encore quelques problèmes de lecture, mais bon, ça, pour tout QB rookie, c'est normal. Mais on sent qu'il s'est vite imprégné offensivement et que l'attaque aussi s'est vite imprégnée de Michael Penix. Parce qu'on sait que changer en cours de saison d'un QB droitier à un QB gaucher, bah c'est vraiment, c'est jamais simple. Et en fait, l'équipe a très vite su s'adapter à cela. Et même malgré les défaites, on est quand même assez rassuré de ce qu'a pu montrer Michael Penix pour les années à venir. Même si on sait que l'année 2, c'est l'année un peu charnière pour les quarterbacks. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Mais oui, cette année, quand même assez déçu parce qu'on pensait vraiment qu'on pouvait aller chercher les playoffs avec Cousine dans la main. Voilà. Tu dis que sur un QB rookie, la deuxième année est parfois un petit peu compliquée. On a eu le cas cette saison, par exemple, avec CJ Stroud. Après, potentiellement aussi la chance pour les Falcons, c'est que les équipes adverses n'auront pas énormément de tape non plus de Penix, vu qu'il n'a pas été titulaire sur beaucoup de matchs, sur les 3 derniers en tout cas. Donc finalement, il a pris ses reps comme si c'était des matchs de pré-saison, et peut-être que sa réelle année 1 va arriver en 2025. Donc ça peut être une... voilà, Je, un bon élément pour les Falcons là-dessus. je nuance un peu parce que quand Desmond Ridder prend la place de Mariota à la main à Atlanta, c'était sur les 4 derniers matchs de la saison. Et sur les 4 derniers matchs de la saison, franchement, il a montré des choses très intéressantes. Il a vraiment pas été mauvais, très peu d'erreurs. Et l'année qui a suivi, il s'est complètement écroulé. Donc, bon, Michael Penix est meilleur que Desmond Ridder en sortie de l'université et il est meilleur à l'instant T. Mais j'y mets quand même quelques nuances. Je me hype pas trop non plus. Ok. Du coup, sur cette saison là, qui se termine en 8-9, est-ce que toi, tu as un match que tu aimerais ressortir qui représente assez bien, je dirais, la saison des Falcons? Bah, justement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de match référence parce que cette année, Atlanta, c'était un peu, si tu regardes notre calendrier, on était capable de battre tout le monde, mais Ouais. capable de perdre contre tout le monde aussi. Donc, on a fait des super matchs, notamment face aux Eagles. Mm. En week 2, on Victoire, sort un victoire, sacré victoire match. 22-21, ouais. Tu vois, on sort aussi une grosse perf face aux Chiefs qu'on perd, mais on sort quand même une belle prestation. Et à côté de ça, le dernier match, on se fait éteindre par un Bryce Young niveau Patrick Mahomes contre les Panthers. On se fait prendre une énorme clim par Denver, donc qui a fait une grosse saison cette année, mais on se fait éteindre. Et cette année, c'était ça. Pour ça que j'ai pas vraiment de match référence parce que tu pouvais battre tout le monde, mais tu étais capable de perdre contre tout le monde également. Donc, j'ai pas réussi à sortir un match vraiment en charnière, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que quand on regarde votre saison, tous les matchs,
Enfin, il y a eu un moment donné quand même dans la saison où, allez, à la week 9, vous étiez en 6-3 et là, on se disait en plus, vous aviez tapé 2 fois les Bucks. Vous aviez vraiment le tie-breaker, vous aviez un ou 2 matchs, d'avance. On s'était dit: «Waouh, c'est bon là, la division elle est pour les Falcons, c'est parti quoi» et il y a eu une vraie chute là, comme on l'a évoqué, hein, 6 défaites sur les 8 derniers matchs qui vous a complètement plombé en fait votre fin de saison parce qu'en plus les 2 matchs contre Tampa étaient déjà passés. Donc là-dessus, le destin était entre vos mains finalement. Les 2 seules victoires, bon, bah, malheureusement, c'est contre les Raiders et les Giants, encore une fois, hein, des équipes faciles à taper. Mais voilà, il y a eu des matchs peut-être un petit peu décevants. Celui contre les Saints où vous perdez 20-17. Il y a eu les 2 overtime sur les 2 dernières semaines. Tu te dis que finalement, la saison, elle est quand même pas passée très loin d'être en positif, voire d'aller faire les playoffs si tu tapais la division, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas. Moi, je pense. Tu vois, j'ai fait un épisode avec c'était qui il parlait que c'était frustrant, c'était avec les Bengals il y a 2 jours. Il disait c'est frustrant. Est-ce que toi, tu n'as pas ce sentiment-là justement après cette saison-là? Si, bah, en fait, je viens d'y repenser à un match assez charnière, c'est le match face aux Chargers. Après la bye week, ouais. Ouais, c'est ça. Où en fait, t'as Cousins qui sort 4 interceptions. Mais vraiment 4 interceptions infâmes. T'as Coup qui manque son field goal. Et je sais pas, t'as l'impression que ce match-là, ça a mis un coup au moral à l'équipe et c'était plus pareil pour la suite. Peut-être une baisse de confiance, tu sais pas, ils étaient sur leur petit nuage et ils arrivent sur ce match-là. Non, et oui, c'est frustrant parce que t'es en 6-3, ça faisait des années que ça nous était pas arrivé. On s'était mis un peu on commençait à rêver, tu vois, on commençait à parler de playoffs, même si on savait qu'on n'allait pas faire un gros parcours, c'était quand même ça, tu vois, c'était quand même aller chercher les playoffs et la division. Oui, c'est frustrant parce qu'on avait vraiment la capacité d'aller chercher cette division, surtout que pour moi, on avait vraiment fait le plus dur en tapant 2 fois les Bucks, parce que c'était eux nos vrais concurrents cette année, et on avait fait le plus dur en les tapant sur les 2 weeks. Et donc, ouais, si, ça reste une saison très frustrante, honnêtement, ouais. Je suis en train de regarder, mais Cousins a réussi à battre les Raiders avec seulement 112 yards à la passe. On s'est vraiment fait torcher quand même, putain. Il avait mal à l'épaule, on t'a dit. En plus, il avait mal à l'épaule, En plus, franchement. il était blessé. Oh là là. Vraiment, Heure- on perd à 15-9. Heureusement que c'est un quarterback double menace, hein, parce qu'il est très connu pour sa course en plus. Donc, C'est ça, c'est ce qui vous a fait mal. exactement. Mais ok, bon. Laissons 2024 derrière nous et puis entamons, je dirais, la remontée avec l'intersaison de 2025. On va parler d'abord de la free agency. Vous avez entamé la free agency, donc on avait le montant au 10 mars, donc voilà, quelques jours avant l'ouverture officielle de la free agency. Vous étiez à moins 6 millions. Donc il y a eu des petits jeux, encore une fois, de restructuration, ce qui vous a permis d'être en positif. Et nous, on a ressorti les 4 joueurs avec l'average le plus élevé en moyenne par an. Donc ça donne Leonard Floyd, l'outside linebacker, Divan Diablo, le linebacker, Morgan Fox au D-end et Michael Ford, le cornerback. Est-ce que toi, tu as un joueur que tu as apprécié parmi ces 4 ou un autre joueur qui a touché un petit peu moins d'argent mais qui va faire du bien à l'effectif actuel? Moi, je pense que c'est surtout, pas forcément des joueurs qui y arrivent, mais c'est surtout des re-signatures qu'on a fait. Ok. Notamment, on a re-signé Mike Hughes, qui cette saison, à JTRL, il a eu vraiment du mal à faire une grosse saison. Et Mike Hughes, il a vraiment répondu présent pour un cornerback 2. Il a vraiment fait le taf. Il a vraiment été solide. Il a été décisif sur pas mal de drives. On re-signe aussi Dialfort, le cornerback également encore. Qui lui, pareil, on n'entend pas trop parler. Si vous ne regardez pas trop les Falcons, vous ne le connaissez pas, mais vous regardez les matchs toutes les semaines, bah, c'est un très bon jeune cornerback qu'on pensait qu'ils allaient pas signer, mais ils l'ont signé. Je suis très content et franchement, c'est une très bonne signature. Après, pour parler de ceux qu'on a signés, Leonard Floyd, personnellement, je n'attends pas grand-chose. Ouais. C'est cool pour le storytelling parce qu'il a été à la fac à Georgia, donc il arrive, entre guillemets, finir un peu sa carrière à Atlanta, c'est cool, mais c'est un peu comme un Matthew Judon, tu vois, il est là, t'espères, mais tu t'attends pas à grand-chose non plus. Euh, Après, pour les autres, Michael Ford, Fox, je pense pas que ça aura c'est bien pour la profondeur, mais je pense pas que ça aura une grosse plus-value sur le terrain non plus.
façon, on l'a dit, la marge de manœuvre était restreinte avec moins de C'est 6 ça. millions, donc finalement à l'équilibre à l'ouverture de la free agency, donc tu as moins la possibilité de faire des coups. Toi, Alexandre, s'il y a un joueur que tu veux ressortir en positif, ça serait lequel? Dablo. Non, mais en vrai, si tu veux, moi, je vais parler un petit peu de Divine Diablo, hein, l'un des meilleurs prénoms de la NFL en tout cas, et c'est un joueur qui est resté 4 ans chez nous. Il a un blaze entier exceptionnel, Divine et Diablo. Là, Divine C'est Diablo, fort, hein. franchement, le c'est blaze très très fort. est incroyable, hein. Je pense que si on fait une tier list des blazes, il est pas dernier, hein, faut le dire. Mais non, en tout cas, bon, c'est un joueur qu'on n'a pas signé. Personnellement, moi, j'étais pas contre qu'on le laisse partir parce que en soi, il avait pendant ces 4 années, il n'a pas montré assez pour qu'on le paye. Après, ça reste quand même un joueur qui est jeune. Je crois qu'il a encore que 26 ans. Donc c'est un joueur qui a aussi appris une nouvelle position. Donc parce que quand il sort de college, il a été un safety qui a été reconverti linebacker. Donc tu sais que c'est un joueur qui a eu un peu un temps d'adaptation avant de trouver un petit peu ses marques. J'ai quand même le sentiment que c'est un leader d'équipe. En tout cas moi de ce que j'ai ressenti de mon côté, c'est que c'était un leader d'équipe dans le vestiaire. Alors même s'il n'était pas encore aussi exemplaire sur le terrain qu'en dehors, mais voilà, je pense que le fait d'apprendre une nouvelle position, c'est jamais trop facile. L'année dernière, il était assez inconstant. Je pense notamment à son match face aux Steelers, qui est un de ses meilleurs matchs en carrière. Mais derrière, il peut passer à côté la semaine d'après. Donc voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui, s'il est bien coaché, je pense avec un Ryan Morris, ça peut potentiellement faire l'affaire, qui est quand même un joueur qui est réputé pour faire progresser les jeunes. Mais voilà, je pense que c'est un joueur, s'il arrive à enchaîner les bonnes performances et à trouver de la constance dans son jeu, peut vraiment rendre de fiers services et peut être un solide titulaire NFL. De là, être un pro bowler, j'y crois pas, mais au moins t'apporter une fiabilité sur la position de linebacker dont tu manques un peu dans ton équipe aujourd'hui, je trouve. Effectivement, et en joueur un petit peu plus, enfin en tout cas en élément un petit peu plus négatif, que ce soit sur une arrivée ou un départ. Pour toi, Jonathan, ça serait quel joueur ou quel coach? On peut aussi aller sur le bord du terrain. Je dirais le départ de Grady Ok. Jarrett. Euh, après, on sait que le move a été fait pour avoir de l'argent. Mais c'est un move on s'y attendait vraiment pas. On s'est réveillé un matin, on a vu Grady Jarrett coupé par Atlanta, tu vois. C'est quand même une légende de chez nous. Il est arrivé hyper jeune, il a fait toute sa carrière chez nous. C'est un 5e tour de draft qui s'est imposé en tant que titulaire sur la D-line. On savait que notre D-line, c'était notre point faible. Tu perds ton capitaine, ton leader sur la ligne défensive. Ouais, il y a celle-là aussi. Il y a Nate Landman aussi, le linebacker, peu connu, mais extrêmement fiable. C'était une signature qu'on avait pris en UFL Ok. et qui s'était bien imposé parce que Troy Anderson est un joueur qui est souvent blessé, malheureusement. Et il l'a très bien remplacé. C'était un très bon atout aux côtés de Kaden Ellis. Après, pour Drew Dalman, notre centre, très bon, mais trop blessé. C'est un joueur, quand il est là, il te fait le taf. C'est un top centre de la ligue, mais qui est malheureusement beaucoup trop blessé. Puis il a pris Donc, beaucoup d'argent aussi, hein, Drew Dalman. Il a aussi, pris un gros. c'est ça. Donc, ouais, ça se joue entre Grady Jarrett et Nate Landman, mais je dirais plus Grady pour l'histoire, quoi. Ok. Parce que vraiment, on l'a fait partir comme ça et il n'y a pas eu vraiment de dommage d'Atlanta, tu vois, Hmm. vraiment un truc, ouais, ça me laisse un peu perplexe. Avant de te donner la parole, Alex, moi j'avais Drew Dalman, effectivement, plutôt sur l'aspect performance sur le terrain, comme tu disais, régulièrement blessé. Je crois qu'il a une blessure encore à la jambe, je sais plus si c'était le genou ou tibia ou quelque chose comme ça durant la saison. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il prend son chèque, 14 millions pour un très très bon titulaire sur le poste essentiel qui est le centre, qui lui aussi va aux Bears en tant que Grady Jarrett. Donc en fait, les deux intérieurs de ligne, offensive et défensive, vont aux Bears. C'est ça. Je trouve pas ça si onéreux, très sincèrement, 14 millions. Je pensais qu'il allait partir pour un petit peu plus. Donc voilà, grosse perte quand même, parce que la O-line des Falcons était quand même une escouade qui tenait largement la route depuis de très nombreuses années, qui arrivait à relativement bien protéger les quarterbacks, peu importe le joueur derrière cette O-line. Là, elle s'affaiblit un petit peu malheureusement. Après, pour Dalman et le fait qu'il prenne 14 millions, il a aussi eu la chance.
de tomber sur une classe de free agent où à Ah bah son oui. poste, il y avait personne, Ouais. et qu'à la draft, au poste de centre, il y avait personne non plus. Donc en fait, si tu avais vraiment besoin d'un centre, Il y avait que lui. t'étais un peu, ouais, voilà, il y avait que lui, tu étais un peu obligé de surpayer si tu le voulais vraiment, Mm. surtout les Bears, tu vois. Donc ils avaient les moyens de le faire, ils l'ont fait, et je pense qu'ils ont eu raison au final de le faire. Sur la O-line, tu avais poste de centre et poste de left tackle. Hein, vraiment sur l'aspect free agency et draft qui était quand même relativement faible sur les deux grosses périodes d'intersaison. Et effectivement, tu vois un mec comme Dan Moore, on pourra en reparler pour les Titans, qui prend 20 millions par an sur le poste de left tackle. Voilà, on sait qu'il y a des chiffres qui ont un peu explosé le plafond par manque aussi de talent à ce poste-là. Effectivement, ça s'entend complètement. Toi, Alex, ouais, un petit flop, une petite déception peut-être d'un joueur? Non, bah, on l'a dit, hein, Grady Jarrett, quand même, c'est une présence un vétéran qui, en plus, aurait pu t'amener, enfin, t'amène toujours ce leadership, pour les jeunes joueurs, hein. Tu sais que tu as beaucoup de jeunes sur cette D-line et je pense que lui, même si son niveau baisse un petit peu par rapport à ses grandes années, bah, c'est toujours un joueur qui peut te rendre de fiers services et voilà, je pense, j'ai pas l'impression qu'il a été vraiment remplacé, quand je regarde l'effectif. Donc, on espère que des jeunes réussissent à step up, hein. Je pense à Ruki Orhorhoro qui a été le deuxième tour de l'année dernière, Brandon Durlus, tous ces petits joueurs-là. Enfin, c'est plutôt ces gros bébés sur la D-line. Mais non, non, franchement, au global, je trouve que cette free agency, elle est OK, elle est mid. T'as pas non plus perdu des gros joueurs. T'as re-signé des mecs à des bons petits contrats. T'en as parlé avec Hughes. Et je trouve que la présence de vétérans comme Floyd, Morgan Fox et comment il s'appelle, Leonard Floyd, t'apporte aussi derrière, voilà, ce que, comme je disais, tu perds du leadership avec Grady Jarrett, mais tu en gagnes avec d'autres signatures. Donc des mecs qui ont prouvé par le passé, qui ont déjà gagné pour certains. Donc voilà, tu sais que tu as des jeunes joueurs aussi dans ton équipe, donc la présence de ces vétérans-là va toujours aider. Même si c'est pas des gars qui vont être titulaires indiscutables, au moins de la rotation, c'est relativement solide, donc c'est OK. Et pour parler un petit peu de ce qui a fait les choux gras de la presse, justement, je dirais la titularisation de Michael Penix, est-ce que toi, Jonathan, tu t'attendais peut-être à un trade ou à un cut? Alors, ça aurait été très onéreux, en tout cas un trade de Kirk Cousins, peut-être pendant justement l'intersaison ou un petit peu avant la draft. À l'heure actuelle, on enregistre le 11 juin. Kirk est toujours dans l'effectif. Donc, s'il y a une alerte trade ou quoi que ce soit, on n'est pas au courant. Mais en l'état actuel, toujours dans l'équipe. Est-ce que toi, tu avais ce sentiment-là, justement, qu'il allait continuer à être dans l'effectif, où il y avait peut-être à un moment donné une porte de sortie? Est-ce qu'il y a eu des échos là-dessus qui a pu fuiter par d'autres équipes? Euh, la plus grosse rumeur qu'il y a eu à un moment donné, c'était Cleveland. Ok. C'était vraiment la seule grosse rumeur qu'il y a eu pour Cousins. Après, très vite, à l'intersaison, Maurice a clairement dit que avoir Cousins en QB2 l'année prochaine, ça ne le dérangeait vraiment pas malgré le salaire. Alors que bah, nous, en tant que fans, si, ça nous dérange. Euh, Surtout qu'après, pendant la free agency, on signe le QB des Chargers. Donc on a re-signé un quarterback. Donc là, on s'était dit, bon, ça y est, Cousins va Easton partir. Stick. C'est ça. Et donc on s'est dit, bon, ça y est, il va partir. Finalement, non. Moi, je pense que ouais, le contrat a refroidi pas mal d'équipes. Le contrat, plus la blessure, ça refroidit beaucoup d'équipes. Donc oui, nous, en tant que fans, on voulait qu'il parte. Ça libérait pas mal de masse salariale en plus. Mais honnêtement, avec le salaire qu'il a, plus là, ce qu'il avait montré cette saison, franchement, je me faisais peu d'illusions sur le fait qu'on y arrive à le trade, quoi. Donc, je m'y attendais, honnêtement, qu'il reste chez nous l'année prochaine, je m'y attendais. Après, Jonathan, dis-moi si je me trompe, mais Kirk Cousins, si tu le cuts cette année, tu n'avais pas énormément de dead cap sur plusieurs années. Alors que là, justement, si tu le gardes pour cette année et l'année prochaine, tu le cuts, tu vas te manger un peu moins de dead cap Ah, il me que semble que prévu. Il y a peut-être cette idée-là, quoi. il me semble que le plus gros de son contrat, la plus grosse partie de son contrat, c'est sur les 2 premières années, il me semble, si je dis Ouais, pas de donc celle-là, bêtises. je crois que cette année, ils ont pas mal mis sur cette deuxième C'est année-là. ça, il y a la Mm. grosse année cette saison qu'on a payée, il y en a une pas mal l'année prochaine, et après les 2 dernières, on paye quasiment rien, mais bon, Cousins, dans 2 ans, il vaut plus rien non plus, donc Ouais. je serais pas étonné qu'on se le tape jusqu'à la fin la fin de son contrat s'il prend pas sa retraite. Ouais, ou un cut à la fin de la deuxième ou troisième année, ouais, effectivement. Ouais, donc, franchement.
Ok, donc free agency passé. Du coup, on va glisser tout doucement, mais assez sereinement sur la draft. Alors, avec le tour numéro 1, pick 15, vous êtes parti sur Jalen Walker, le edge de Georgia. Vous êtes remonté avec un trade-up au tour numéro 1, pick 26, James Pierce Jr., le edge de Tennessee. Au tour numéro 3, pick 96, Xavier Watts, le safety de Notre-Dame. Avec le pick 4, avec le tour 4, pardon, pick 118, Billy Bowman Jr., le safety de nouveau d'Oklahoma. Et enfin, avec le tour numéro 7, pick 218, Jack Nelson, offensive tackle de Wisconsin. Avec Alexandre, on s'est amusé à faire un récap de toutes les divisions. Pour les Falcons, donc en tier list, pardon, et pour les Falcons, on les a mis en tier A, donc le deuxième tier, qui correspondait aux bons élèves. Alexandre, je vais te laisser commencer. Ouais, bah écoute, bons élèves. Alors peut-être ça peut en surprendre certains parce que tu te dis que oui, il y a le trade-up pour aller chercher James Pierce Jr., un edge. Tu lâches un premier tour. Alors ouais, c'est énorme. Ça, c'est vrai que la compensation, elle est vraiment très importante. Mais visiblement, c'est quand même une position. Ça fait quand même des années qu'on dit que les Falcons ont besoin de edge. Là, ils ont fait, on va dire, le doublon sur les positions quand même bien faire les Packers aussi. Mais là, ils sont allés chercher Jalen Walker et James Pierce Jr. Donc, c'est vraiment deux mecs qui ont quand même un potentiel assez dingue. Et moi, je trouve qu'à cette position-là, alors même si tu vas le chercher sur un trade-up, récupérer quand même James Pierce Jr., pour moi, c'est quand même très bien. Je l'imaginais quand même bien plus haut sur mon board, en tout cas. Et au troisième tour, tu fais quand même le style pour moi de cette draft, qui est Xavier Watts. Xavier Watts que j'évaluais comme un talent du top 20, top 25 de cette QV sur la position pure. Alors ouais, c'est pas le meilleur des athlètes sur la position de safety, hein. Il y a des Nick Emmanoury ou d'autres joueurs qui ont plus ce côté athlétique, mais lui par contre c'est le côté cérébral qui est impressionnant. Moi c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu les matchs de Notre-Dame, je trouve que c'est ce qui pop quand tu le vois jouer, c'est son intelligence de jeu, ses lectures. C'est un gars qui est capable de faire des plays derrière la ligne de scrimmage parce qu'il anticipe le jeu et il sait déjà ce qui va se passer avant tout le monde. Et pour moi, les joueurs de cette trempe sont assez rares et les Falcons ont eu vraiment raison d'aller le chercher. Parce que je crois en plus, si je dis pas de bêtises, Jonathan, dis-moi si je me trompe, mais je crois que vous allez faire un trade-up avec l'équipe qui était en 96 pour le récupérer. Je crois que c'était les Vikings. Donc Ouais, vraiment, ça, tu sens qu'il y avait eu un coup de cœur, hein. De toute façon, un coup de cœur, et tu te disais, bah, c'est impossible qu'ils descendent aussi bas, hein. Et moi, je te dis, j'étais un peu deg, hein, j'en ai déjà parlé, mais j'étais un peu deg parce qu'on était les Raiders juste derrière. Donc, moi, j'étais prêt à ce qu'on le prenne. Mais voilà, pour moi, vous faites le style de la draft. Et en soi, quand tu regardes les 3 joueurs qu'ils ont pris, bah, c'est 3 joueurs qui potentiellement peuvent être titulaires ou ont vraiment un gros potentiel. On sait que Jalen Walker, ton premier tour, c'est un joueur un peu twinner, un peu dans cette vibe des Van Ginkel, Frankie Louvu, en tout cas dans l'utilisation que tu veux en faire, qui pour moi devra être dans cette utilisation-là, parce que pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer linebacker à temps plein, ni non plus edge rusher à temps plein. C'est un joueur que tu peux être un peu cette pièce d'échec que tu peux aligner tout autour de ta défense et rendre ta défense illisible auprès des coordinateurs offensifs adverses. Donc, pour moi, Jalen Walker, c'est un joueur, si tu arrives à bien l'utiliser, ça peut être vraiment un super joueur de foot, mais il faut avant tout bien l'utiliser et savoir ce que tu veux en faire. Donc, voilà. Avant de te donner la parole, Jonathan, moi, juste mon avis là-dessus. J'ai deux lectures sur les premiers tours. J'ai du mal à envoyer un premier tour pour un joueur rookie, en fait. Pour remonter dans une draft ou quoi que ce soit, envoyer un premier tour, je trouve que c'est trop lourd. Ça engage, en fait, un futur proche qui peut être extrêmement important. Et pour moi, un premier tour, ça s'envoie sur un joueur, soit pour un QB, pour remonter pour un QB, soit pour un joueur déjà établi en NFL. C'est vrai que ce move-là, j'ai un peu plus de mal. J'ai ce sentiment-là que Terry Fontenot, le general manager, le fait un peu pour aussi sauver sa tête. Et bah, c'est jamais bon signe quand un GM commence à faire un petit peu des folies avec des pics pour sauver un petit peu sa pomme, quoi. Donc après, je sais pas, toi, ce que tu en penses. Le choix du joueur, je ne le remets pas en question. C'est un excellent joueur, James Pierce. On l'avait évoqué avec Alexandre et on continuera à le dire, évidemment. C'est vrai que la compensation, elle est quand même extrêmement lourde parce que l'année prochaine, tu n'es pas certain que les Falcons fassent une bonne saison. Ils peuvent très bien faire aussi une très bonne saison, ce qui voudra dire que le prochain pic de draft l'année prochaine, ça sera en fin de deuxième tour si vous faites une bonne saison. Ça fait un pic aux alentours de 50, quoi. Donc, pour reconstruire une équipe, encore une fois, je trouve ça un petit peu compliqué. Mais voilà, dis-nous, toi, ce que tu en penses sur les joueurs en général et également, je dirais, le trade pour remonter à la fin du premier tour. Pour moi, cette draft, c'est une masterclass. Euh,
C'est une masterclass. En fait, si tu m'avais mis aux manettes de la draft, j'aurais fait la même chose. Jalen Walker, pour moi, c'est un des endroits parfaits pour lui. Bon, déjà, il est à Georgia, donc c'est à côté. Il n'a pas besoin de Ouais. faire beaucoup de route. Et en plus de ça, Jalen Il garde Walker, son en fait, appart étudiant. exactement. Il n'a pas besoin de payer trop cher. Non, et Jalen Walker, en fait, c'était un mec où j'avais des réserves parce que en fait, je le voyais très haut dans les mocks. Je le voyais souvent 8 au Panthers. Et c'est un joueur où je me disais, si on lui met trop de pression directe en mode c'est toi le capitaine de la défense, c'est toi qui dois redynamiser ta défense, je trouve qu'il n'avait pas encore les épaules pour. Il est encore trop jeune, c'est un joueur à développer, il est encore brut. Mais Atlanta, c'est pas tu vois, ce sera pas le meilleur joueur de ta défense directe, tu vois. Tu as du Kaiden Ellis derrière, tu as du Jesse Bates qui est derrière, Terrell. Il aura le temps de se développer tranquillement. En fait, tout va pas reposer sur lui défensivement. Il aura le temps de bien se développer correctement, tu vois. James Pierce, c'est l'un de mes joueurs préférés de la draft, donc forcément le trade-up. Honnêtement, je le valide. C'est agressif, mais je trouve qu'à un moment donné, Atlanta a trop manqué d'agressivité sur ses drafts, ou des fois ont été trop agressifs pour pas grand-chose. Là, je trouve, ok, c'est un premier tour de draft de l'année prochaine, mais ça, c'est un an. Tu vois, je me dis, c'est une année. Quand on regarde les Rams, pendant 6 ans, ils n'avaient pas de premier tour, ils ont réussi à être compétitifs, hein. Nous, c'est un an. Moi, dans ma tête, je me dis, si l'année prochaine, même si on fait une saison pas ouf, on finit top 10 de draft, mais que Michael Penix a été bon et que tu es sûr que c'est lui ton QB de l'avenir, ça me dérange pas de niquer un premier tour. Tu vois, ça me dérange pas. Tant que le poste de quarterback il est assuré, ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que pour beaucoup de gens, ça paraît cher payé. Moi, honnêtement, en plus, pour un joueur, un de mes joueurs préférés, donc moi, je valide complètement. Et on a enfin ce joueur qui peut vraiment devenir un des meilleurs à son poste dans les prochaines années, quoi. Il y a surtout aussi la hype qui parle. Mais voilà, comme je le dis, je le répète, c'est une année. Même si on fait une année merdique, bah tant pis, tu vois, on aurait essayé. On n'aura pas été la première équipe à se tromper et on ne sera pas la dernière. Mais voilà, fallait tenter, surtout à cette position. Après, bon, Xavier Watts, Alex, on a très bien parlé, c'est le style. À côté de Jesse Bates, ça va être, euh, ça va être un cauchemar pour les QB adverses. Ça va être dur pour eux. Euh, à part le choix de Billy Bowman, où je suis un peu sceptique. Bon, on sait qu'on va le faire jouer Nickelback. J'aurais préféré qu'on aille chercher plus un linebacker en plus, histoire de vraiment mettre de la profondeur. En plus, c'est de bon gars en tant que linebacker, donc j'aurais préféré un linebacker, voire même un corner. Et puis après, Jack Nelson, l'intérieur guard de Wisconsin. Bon, bah, prendre un O-line de Wisconsin, c'est toujours très intéressant, hein. C'est une des meilleures facs pour former des gars sur la ligne offensive. C'est un mec qu'on peut faire jouer guard, on peut aussi faire jouer centre si Neuzil ne convainc pas au poste. Non, dans la globalité, pour moi, c'est une draft très réussie. Malgré le premier tour d'année prochaine qu'on a utilisé, c'est pas la chose qui me dérange le plus. Comme j'ai dit, tant qu'on n'a pas besoin de QB l'année prochaine, le premier tour, ça me dérange pas de l'avoir lâché. Si par exemple Penix s'écroule, qu'on finit premier, pire bilan, et que tu as un Arch Manning qui se présente, ouais, là, ça va m'embêter un peu, je vais pas te mentir. Mais j'ai une petite confiance en Penix. Je me dis que ça sera le bon et que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de quarterback. J'espère ne pas me porter l'œil, mais je me le souhaite. Non, mais puis en Ok. plus, tu le dis, enfin, certes, il y aura une pression sur James Pierce pour ce premier tour que tu as lâché, et je pense, bah, on n'espère pas, hein, on ne sait pas, hein, de toute façon, mais peut-être le joueur de l'année prochaine sera un joueur excellent, et peut-être bah, les fans des Falcons pourront se dire, ah tiens, on aurait pu passer à côté, on est passé à côté de ce joueur-là, etc. Mais si tu es amoureux du joueur, personnellement, et c'est une position à besoin depuis des années, donc si le joueur, son développement se passe bien, je pense plus personne ne reparle de ce trade d'ici 2 ans si le gars arrive à faire taire les critiques. Donc moi en soi, oui la compensation est chère et c'est ce qui a fait un peu baisser notre note à PA et à moi dans l'évaluation. Mais en soi, faut aussi se rendre compte que c'est un joueur, on parlait de lui comme potentiellement le premier pick de draft il C'est y a un ça. an, tu vois. Donc
le talent, on sait qu'il est là, hein, c'est pas un problème. Et puis en plus, tu sais, alors oui, tu lâches un premier tour, mais t'es quand même une équipe qui a des joueurs importants sur les skills players qui sont jeunes. Là, tu viens de faire les edge rushers. Tu as fait aussi running back avec Robinson. Tu as Drake London en wide receiver. Tu as ton nouveau quarterback qui est jeune et que tu vas laisser quand même potentiellement du temps. En Donc, fait, sur les skills position, tu es plutôt bien, je trouve. Et en plus, tu as des ce leaders qui, dans le backfield défensif aussi. Donc, ce qui est bien, si tu regardes la depth chart d'Atlanta, tu as des numéros 1 à toutes les positions. ouais, c'est ça. Penix, Penix qui doit confirmer, mais tu as ton running back 1, tu as Hmm. ton receveur 1, tu as ton tight end 1. La O-line est assez solide. Euh, bon, la D-line, on verra ce que ça va donner, mais tu as ton QB1, ton cornerback 1, tu as ton safety numéro 1, tu as ton linebacker 1. Ouais, si t'as pas de premier tour l'année prochaine, en soi, c'est pas grave en soi, tu vois. Genre, ça va, Tu peux quand t'es même pas faire une une bonne équipe. draft, hein, de toute façon. Tu vois, c'est pas comme on prend l'exemple des Texans quand ils trade up pour aller chercher Will Anderson, où là, t'as des trous partout, tu vois. Genre, t'as des trous partout. Nous, ça va, on est comblé un peu partout et on rajoute juste du talent. Donc, si il te manque un premier tour l'année prochaine, ça me dérange pas plus que ça, honnêtement. Il faut surtout aussi parler des UDFA qu'on a signés. Les UDFA qu'on a signés, si ça se confirme, c'est très solide. On a Kobe Bryant, le cornerback De Kansas. de Kansas, tu vois, donc Ouais. on sait le physique très frêle qu'il a, mais si justement il arrive avec son physique à être bon en NFL, ça peut devenir un monstre, ça peut devenir un gros numéro 2, tu vois. On prend Nick Nash, le receveur de San Jose State, qui a fait beaucoup parler de lui avec une saison incroyable. On prend aussi le running back Carter de Michigan State. Pareil, c'est Ah oui. un joueur avec un potentiel énorme. Franchement, tu regardes notre draft plus nos UDFA, t'as de sacré talent quand même, hein. Ouais, bah, que je vois Kobe Bryant, moi je sais que je l'évaluais comme un talent en quatrième tour, donc pour moi qui tombe et que vous le récupériez derrière, pour moi c'est un des meilleurs pics de UDFA, hein. Très très clairement, hein. Avec le Restrepo pour Alex qui est parti au Titan et Alex n'arrêtait pas de nous en parler aussi. Mais non, ouais, sur les DFA, c'est vrai que si tu cumules un petit peu les deux, bah tu vois, t'avais que 5 picks sur ta draft, mais tu rajoutes les UDFX et des petits joueurs un peu sympas et tu sais jamais, peut-être ça peut Ouais, c'est ça. potentiellement cliquer, hein, donc à partir de là, moi Ça t'apporte un minima dans la rotation, en tout cas. c'est ça, C'est ça, c'est ça. exactement. Et c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, mais Jake Bowman, moi, c'est vraiment Enfin, Billy Bowman, pardon. Billy Bowman, c'est vraiment moi le petit point noir de cette draft. J'étais pas fan de safety durant mon processus d'évaluation. Et alors, il est intelligent, il a un bon IQ, mais moi, je trouve que ses dimensions physiques sont vraiment trop limitantes à l'échelon supérieur, en tout cas. Et honnêtement, j'espère que je me trompe parce que c'est quand même un joueur qui a réussi à s'imposer malgré tout en college football. On espère que ça soit la même chose en NFL, mais je pense que ça va être compliqué. Il est annoncé plutôt sur le poste de nickel à l'heure actuelle dans la depth chart. Donc à voir. Ouais, c'est ça, c'est ce que notre défensif coordinateur a sorti. Il a dit que ce sera Nickelback. Et voilà. Donc Après, ce après, qu'on moi, voit c'est quand un même. marrant, tu sais, qu'ils piquent un joueur et qu'ils savent direct ce qu'ils vont en faire. Oui, C'est que je pense qu'ils ont vu un truc en lui qui fait qu'il pourra minimum t'apporter. complètement. Complètement. Et ce qu'on peut remarquer et ressortir, c'est que tant sur la free agency que sur la draft, c'est parti quand même quasiment exclusivement sur la défense. Ce qui semble assez logique, puisque voilà, au niveau des stats, de tout ce qu'on peut ressortir, les Falcons, c'était quand même voilà, plutôt dernier tiers de la ligue. Cohérent sur le jeu de course, plutôt mid, mais le reste, nombre de sacs, stats, jeu à la passe, nombre de points encaissés, etc., c'est plutôt dernier tiers de la ligue. Donc, on savait, enfin, on espérait en tout cas pour les Falcons que ça allait partir défensivement, au moins la draft et un peu la free agency. Et c'est vrai que là, ça apporte du talent, des joueurs de rotation, une profondeur de banc, parce que tu n'es jamais à l'abri de blessures, évidemment. Voilà, tu fais confiance à ton attaque. Comme tu l'as dit, Michael Penix, il n'a pas été décevant, bien au contraire, sur les 3 matchs qu'il a joué titulaire. Fais-lui confiance, laisse-le à la main sur la prochaine saison, et puis blinde la défense, parce que c'est par moments ce qui a un petit peu fait défaut chez les Falcons, en fait. Quand les matchs étaient un petit peu à couteau serré comme ça, où il fallait vraiment cadenasser le match et réussir comment dire, à arrêter le drive adverse, on avait l'impression que pour les Falcons, ça cliquait jamais, que ça fonctionnait pas. Tu l'as dit, hein, vous avez tenté Matt Judon l'année dernière, ça n'a pas des masses fonctionné, un petit peu en début de saison, mais après ça s'est un peu écroulé à la fin de la saison. Voilà, là vous apportez effectivement avec les 2 premiers tours, au moins la draft avec Walker et Pierce, normalement,
deux joueurs qui vont pouvoir être impactants sur le pass rush. Et c'est ce qui manque aux Falcons depuis, si je dis pas de bêtises, plus de 10 ans à peu près. Bah, moi, je supporte les Falcons depuis 2015. J'ai jamais connu une D-line dominante. Donc, Donc au moins 10 ans. ouais, au moins 10 ans. Donc, c'est pour ça aussi que le trade-up pour un joueur en plus que j'adore, je me dis, vas-y, tente. Au pire, tu perds une année. Tu vois, au pire, Ouais. tu perds un an. Tu vois, c'est pas... Puis en plus, tu regardes ton meilleur sacker l'année dernière, c'est Ebikité qui a 6 sacs, je crois, et Matt Judon qui a 5,5. Et derrière, ça dépasse pas les 3 quasiment. Non, franchement, C'est léger, hein. c'est ultra léger. Je crois que ça fait des années que vous êtes dans le top 5 des pires, des pires Ah ouais, sur le pass Ça, rush en termes ouais. de sacs. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, et top 5, je suis gentil. Hein. c'est pour ça, tu vois, même dans la fanbase d'Atlanta, tu sais, le premier tour, limite, tout le monde s'en foutait. On était tous là, enfants. Mm. Tu vois, par exemple, l'année dernière, on était Oui. à une position de rêve où on avait tous les meilleurs edges de disponibles. On était là en mode, putain, c'est le bonheur. Tu prends un QB, tu te dis, oh putain, relou. Là, cette année, tu trade up, tu prends Pierce. Tu dis, ça y est, enfin, tu vois le potentiel du gars, comme a dit Alex. Tu prends la draft un an avant, jour pour jour, il est numéro un. Et c'est incontesté. Mm. Le mec a un putain de potentiel. Donc, ouais, on s'est dit, enfin. Le premier tour, c'est pas grave, enfin. Tiens, petite Si on question, peut avoir notre petit J-Watt, c'est bon. mais est-ce que tu ferais un choix inverse, genre par exemple l'année dernière tu prends Jared Verse et cette année tu prends un QB. Est-ce qu'au final t'es pas content d'avoir fait ce que tu as fait cette année, tu vois, quand tu compares à ce que tu as fait l'année dernière? Parce que tu vois, je pense dans la fanbase des Falcons, vous êtes beaucoup à avoir peut-être critiqué le choix de Penix, tu vois, et qui voulait peut-être plus un edge, comme tu dis. Bah, en vrai, on l'a tous critiqué parce que Cousins, tu le payes quand même très cher. Oui, Tu fais du tempering pour l'avoir et tu prends un cube. Honnête, après, ta question, elle est un peu compliquée parce que tu sais jamais ce qui va se passer l'année prochaine. ouais. Oui, honnêtement, si cette année on avait besoin d'un QB, bah, on aurait bien été dans la galère. Mm. Donc oui, au final, le pic, aujourd'hui, tu demandes à tous les fans des Falcons, le pic Penix, tu le trouves comment? Tout le monde va dire que c'est une masterclass. Alors que le soir de la draft l'année dernière, on a tous gueulé, on a tous failli éclater notre écran. Aujourd'hui, tout le monde est ravi, tout le monde est content. Donc, on va dire, c'est Terry Fontenot a eu l'œil. Terry Fontenot je sais pas, il a eu des visions la nuit. Il s'est dit non, ça va pas le faire, cousine, sur va prendre Penix. C'est ça. Donc, ouais, c'est Il a compliqué. appelé le Non, proprio, il oui. fait bon, je crois qu'on a fait une boulette avec Cousins, on n'a pas donné beaucoup d'argent, t'inquiète pas, Arthur, tu peux t'endormir, t'inquiète pas, il n'y a pas de On, souci. on a merdé, mais t'inquiète pas, on va On retomber a un sur plan nos B. pas. Ne t'en fais pas. Laisse-moi faire ma confiance. Je vais te prendre un QB de 25 ans qui a un historique de blessure aussi long que le palmarès de Cousins, mais t'inquiète pas, on va rebondir. Je vais te prendre un QB qui, sur les deux genoux, il lui en reste zéro. T'en fais pas, ça va bien se passer. Je t'emmène en playoff. Non, non, c'est ça. Ok, top. Du coup, on va glisser tout doucement et gentiment sur 2025. Je vais vous partager le magnifique calendrier qui a été mis sur Insta par les Falcons. Donc toujours les matchs de division. Bien sûr, vous commencez avec la Week 1 par vos ennemis dans la division, je pense. Les Tampa Bay Buccaneers. Vous enchaînez ensuite avec les Vikings, avec les Panthers. Vous rencontrez les Commanders et les Bills 2 fois à domicile. À l'extérieur, les 49ers, de retour à la maison contre les Dolphins, match contre les Patriots en novembre, mais ensuite déplacement en Allemagne contre les Colts, de retour à domicile contre les Panthers, ensuite les Saints et les Jets, tous à l'extérieur, les Seahawks à domicile et les Buccaneers, plutôt tardivement par rapport à cette saison, pour la deuxième rencontre en tout cas, à l'extérieur. Enchaînement avec les Cardinals, donc à l'opposé de l'Amérique 10 jours après. Et vous finissez par les Rams à domicile et les Saints de nouveau à domicile. Avant de te donner la parole, Jonathan, toi, Alex, tu verrais quel bilan sur ce calendrier-là? Déjà, tu as l'avantage de jouer dans une division qui, quand même, hormis Tampa Bay, et même si les Panthers ont montré des progrès durant cette off-season, et on en parlera avec Franz, mais
t'as pas une division qui vraiment est insurmontable très clairement. Et pour moi, t'es pas non plus si loin que ça de Tampa Bay, sachant que tu as quand même gagné les 2 confrontations de l'année dernière. Ouais. Voilà, donc on espère que le développement de Penix se passe bien. Et si ça se passe bien, tu peux espérer, je pense, être en compétition pour aller chercher la division. Ça va pas être facile parce que je pense que Tampa Bay a quand même un meilleur effectif sur le papier. Mais si tous les ajouts de ton off-season se passent bien, pour moi, tu peux être une équipe qui va chercher, je pense, 9 victoires. 9 victoires, ça peut être un objectif largement atteignable, voire 10 victoires vu le calendrier. Parce que quand tu regardes, c'est vrai, le calendrier, tu as quand même des affrontements entre Miami, New England, tu affrontes 2 fois les Saints, tu affrontes les Jets, tu affrontes les Seahawks, tu affrontes les Cardinals. Enfin, c'est plein d'équipes qui sont un peu où les Falcons, je pense, peuvent se dire qu'ils sont au-dessus de ces équipes-là. J'ai aucun problème avec ça. Même San Francisco, tu vois, San Francisco, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur San Francisco. Donc, non, franchement, c'est un calendrier qui, pour moi, est vraiment abordable. Et tu peux te permettre d'être optimiste, en tout cas, pour cette saison. Ce que je trouve compliqué, c'est le début de saison, parce que sur les 5 premiers matchs, tu rencontres 4 équipes qui ont été en playoff. Faudra faire attention au départ un petit peu difficile. Toi, Jonathan, là-dessus, tu vois un bilan de combien sur ce calendrier-là? J'étais pas avec qu'Alex, je voyais à peu près 9 victoires. Ok. Après, ça reste quand même, comme en fait, je pense que ce sera pareil que l'année prochaine. Tu peux battre tout le monde et perdre contre tout le monde. Ouais. T'as des matchs assez pièges. On peut voir par exemple les Colts, tu peux les battre, mais ils peuvent te battre également. Je C'est en pense que Allemagne. Hein. en plus, putain, j'ai pas eu de place, je suis dégoûté. Euh, les Saints, je pense qu'on prend les deux matchs, je pense qu'on les prend. Euh, Tampa et Panthers, je pense qu'on en prend un sur les deux. À chaque fois. Ouais, je pense, ouais. Ok. Euh, les Jets, je pense qu'on les bat. Vikings, pareil, c'est compliqué à voir avec McCarthy ce que ça va donner. Les Vikings, c'est compliqué. On fera l'émission dans pas très Ouais, très longtemps, si j'ai bonne mémoire, mais c'est compliqué parce que l'année dernière, on les voyait très très bas. Au final, ils ont fini très très haut. Cette année, tu as encore l'incertitude et ils peuvent encore nous surprendre. C'est toujours extrêmement compliqué à pronostiquer contre et pour les Vikings, en fait. pareil, après, il y a les Dolphins. Est-ce que Tua sera là? Est-ce qu'il sera en retraite? Ou à l'hosto? On ne sait pas. Arizona, on gagne. Logiquement, on doit gagner. Commander, ça va être chaud. Ouais, En fait, je vois 9 victoires, mais des matchs pièges quand même. Ah bah, de toute façon, je trouve cette année, c'est une des années où, pour moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'équipes qui s'étaient renforcées. Quand tu regardes surtout les équipes du bas de tableau, ouais. qu'il était en tout cas cette année, moi je trouve il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, qui n'étaient pas ouf l'année dernière. Enfin, tu vois, moi je pense à mes Raiders, on s'est renforcés, mais il y a d'autres équipes qui vont être chiantes à jouer. Tu vois, les Jets par exemple, sur le papier, tu te dis que ça peut être abordable, mais dans les faits, je pense que ça va être une équipe qui va beaucoup courir. La défense, on peut espérer que la défense reprenne un petit peu leur niveau qu'ils avaient il y a quelques années. Tu vois, c'est ce genre de confrontation-là, mine de rien. Alors Ouais, 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 c'est ouais. vrai que sur le papier, en fait, ça va être des matchs. Tu sais que ça se joue en fait à ce que Michael Penix soit un peu le game changer. Vraiment, de toute façon, le Michael Penix, ce sera le facteur X de votre saison. Bah oui, bien sûr. Et pour moi, si je dis 10 victoires potentiellement, c'est en grande partie parce que j'espère que Michael Penix fasse une bonne saison. Et si malheureusement c'est pas le cas, je pense qu'il faudra revoir un petit peu le nombre de victoires à la baisse. Même, tu regardes, même les Patriots, l'année dernière, c'est catastrophique, mais ils font une très bonne draft, ils font des ajouts hyper intéressants. T'es pas à l'abri de te faire surprendre, un peu les sous-estimer, et au final, tu perds un match bêtement qui est à ta portée, tu sais, tu le perds d'un field goal ou un truc bête comme ça, tu vois. Donc, il est pas simple comme calendrier, mine de rien, quand tu l'analyses. Ouais, c'est comme l'année dernière, tu peux battre tout le monde et tu peux perdre face à tout le monde. Comme a dit Alex, Penix sera le facteur X de cette saison, de toute façon. Donc à voir, mais on espère aller en playoff quand même. Ouais, j'ai l'impression que sur cette saison, le but, ça sera de trouver de la régularité, de la stabilité, c'est-à-dire de réussir à taper les équipes que vous devez taper, et C'est ça. puis être performant dans des équipes, enfin face à des équipes où vous n'êtes pas forcément les favoris, mais être accrocheur, quitte à arracher une ou deux victoires. Et c'est vraiment ce qu'on va attendre des Falcons pour oublier un petit peu la fin de saison cata que vous avez pu vivre
et de pouvoir repartir sur des meilleures bases. C'est pas marqué dans le calendrier, mais du coup, la bye week est quand même très tôt, parce que c'est en semaine 5. Donc, c'est entre les Commanders et les Bills. C'est très, très tôt quand même dans la saison. C'est la première semaine d'ailleurs de bye week, je pense. Je crois que ça part à la semaine 5. Donc voilà, ça va être aussi des choses à prendre en compte, puisque d'ailleurs, vous allez enchaîner 4, 8, 12, 13 matchs sans repos, dont un match en Europe, quoi. Donc, attention à l'effectif, attention à la force de l'équipe, parce que la fatigue peut arriver quand même après le match des Saints ou des Jets. Il peut y avoir une petite lassitude quand même et enchaîner derrière sur les 5 derniers matchs où potentiellement tu vas jouer ta saison et ta place de vainqueur de division ou de place en playoff. Faudrait être aux aguets là-dessus. Ouais, non, totalement. Et puis en plus, on peut se rassurer quand même avec les Falcons. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, mais sur les skills position, t'es quand même assez safe. Là, on parlait en off de Drake London, mais Drake London sort quand même une saison à quasiment 1300 yards. Il a quoi? Il a que 22 ans, 23 ans. Voilà, tu sais que c'est le genre de joueur qui va encore progresser. Tu as un Darnell Mooney dont personne ne parle, mais qui va quand même te taper ses milliards alors que c'est sa meilleure saison de carrière et que personne misait un péco là-dessus. Tu as Bijan Robinson qui s'impose comme un top 3 running back NFL, mais sans conteste. Et pareil, pas grand monde en parle alors que le gars, c'est 1500 yards et quasiment 1900 cumulés. Donc, non, tu sais qu'offensivement, ça va sûrement carburer. T'espères que le chef d'orchestre puisse apprendre sa partition comme il faut. Mais voilà, moi je pense que vraiment, on a parlé de Factor X en offense. Je pense que la défense aussi va avoir son mot à dire et surtout l'impact des jeunes joueurs. En vrai, j'espère qu'il n'y a pas trop de pression sur ces jeunes joueurs. Mais peut-être ça peut nous surprendre, hein, comme un Jared Verse l'année dernière. Jared Verse l'année dernière, on se disait pas qu'il allait avoir autant d'impact comme ça chez les Rams. Pareil pour Braden Fiske. Là, vous aussi, vous avez une certaine doublette qui joue sur la D-line. Donc voilà, ça va être une équipe Falcons en tout cas hyper intéressante à suivre pour l'année prochaine et on espère en tout cas des grandes choses pour votre équipe. En plus, ce qui est cool, c'est que cette année, je crois qu'on est l'équipe avec le plus de matchs en prime time. Donc, c'est que la NFL nous fait bien confiance. On n'espère pas les décevoir. Comme quoi, la draft a dû aussi les convaincre. Vainqueur de division ou pas? Petite tech, comme ça. Alex. C'est dur. Je vous prends un froid, comme ça. Franchement, tu prends un froid, mais... Allez, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie d'embêter un petit peu Doug. J'ai envie de dire, allez, Falcons, vainqueur de division. On va se mouiller un petit peu. C'est marrant, tu parles de Doug, mais pas du tout d'Anto, qui a aussi son équipe dans la division, mais lui, on prend pas du tout en considération. Je pense, t'inquiète, mais Anto, le pauvre, reste dans son coin, elle le mêle pas à ce débat, parce que... Parce qu'il est pour les Saints, et je pense que lui, il va plutôt viser la première place s'il y a Arch qui arrive. Toi, Jonathan, du coup, vainqueur division, si pas vainqueur, est-ce que playoff? Je veux dire vainqueur. Faut se mouiller. Je veux dire vainqueur, quand même. Vous n'êtes pas si loin, vous les battez 2 fois l'année dernière, ça va. C'est ça. Après, pareil, pour Tampa, tu te dis que Baker Mayfield, est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'à un moment donné, ça va dire stop, tu vois? Donc, ça va jouer à pas grand-chose. On dit souvent que c'est une division un petit peu hétérogène, avec 2 équipes au-dessus, 2 équipes en dessous. Après, Mais ça peut être intéressant. Le combat, justement, Falcons-Buccaneers peut être intéressant. franchement, attention aussi aux Panthers, hein, parce que si on les a joués au dernier match de la saison dernière, le niveau, il était impressionnant, hein. Leur deuxième partie de saison a été excellente. Donc, Elle était excellente. Leur draft, c'est une des meilleures de la ligue, hein. Leur draft, cette année, c'est très solide. Et ils peuvent créer la surprise. Franchement, les 2 dernières années, on était la pire division, mais cette année, je pense qu'il faut la suivre. Je pense que c'est une des divisions les plus intrigantes cette année à suivre. Ouais, Elle peut surprendre, ouais. Elle peut surprendre, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez être pris de haut par certaines équipes ou par certains supporters, pas forcément les équipes adverses. Mais effectivement, franchement, notre division, je la prends un peu pour les footeux. Le multiplex à l'époque d'Amiens de Reims pour monter en Ligue 1, c'est les buts à la 92e sur une tête. Ben nous, c'est pareil, ça va jouer sur la dernière action, un but du genou, dernier week. Franchement, ça va être ça. Non, mais c'est bien en tout cas. S'il y a un peu des divisions indécises, franchement, je préfère ça que des divisions où c'est déjà un petit peu joué d'avance.
Je sais de quoi je parle avec la FC West depuis quelques années maintenant. Depuis 12 ans, je crois, c'est ça, c'est Depuis, 12 ans. ouais, depuis 2017, hein, quasiment, facilement, hein, même avant. Hein. Mais bon. Ok, top. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, merci à toi. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Jonathan. Je répète et je rappelle Merci à vous. où on peut te trouver. Hop, je vais mettre le petit bandeau qui défile sur Falcons_FR et sur les_Scout_FR. Donc, Et les deux. si je peux rajouter Vas-y, bien Misou sûr. France, Misou France sur Twitter, c'est Ouais. moi aussi. Je rajouterai aussi. Comment tu Puisque fais pour en je peux avoir faire, 3 ? Moi, j'en ai un seul et j'arrive pas à m'en sortir. Bah, en soi, genre, à Atlanta, on est 5 dessus, donc ça va, tu vois, les live tweets Ça et tout, alterne. ça va. On fait un carton chacun, donc ça va, ça prend pas énormément de temps. Mizu, bah, ça te prend. Oui, c'est. Moi, sur Mizu, je fais pas de live tweet, j'aime bien faire un gros résumé à la fin de chaque match, tu vois, je trouve ça plus intéressant. Ouais. Donc au final, ça prend pas énormément de temps. Et les scouts FR, bah, sur toute la saison, il est inactif quasiment. On commence à être actif à la fin de la saison, proche du combine. Donc au final, je tiens vraiment 2 comptes, allez, un compte et demi durant la saison. Donc au final, ça va. Ouais. Non, et puis surtout sur les fiches Scott FR, hein, j'en avais déjà parlé, mais le boulot qui est fait, etc. Et puis les descriptions de joueurs, c'est vraiment si les gens aiment en savoir plus sur des prospects. Parce que vous faites pas mal de prospects un petit peu différents, des top joueurs, des joueurs un peu dont personne ne parle. Et ça, j'ai toujours bien aimé, en tout cas. Donc Bah, ça, c'est tu vois, top. je me dis, tu sais, sur les fiches cette année, tu sais, par exemple, on n'a pas fait de Shader Sanders, Mason Graham. Ouais, Tout le monde les connaît. En plus, c'est ça. donc moi, je savais très bien que Ryan, Scoot et Valentin, donc de The Triplay, je savais qu'ils allaient faire ces joueurs-là. Donc je me suis dit, je vais pas faire doublon, je vais parler un peu de joueurs un peu sombres, un peu de joueurs que j'aime bien. Par exemple, David Walker, Central Arkansas, c'est un des deux. Je suis tombé amoureux de ce joueur, j'ai adoré. Voilà, Tu vas essayer de faire l'affronter 2 fois connaître des par an, par noms un contre. peu absolument connus. Ah, ça m'a saoulé. Hein. Oh. Ils l'ont pris Ça, et t'en prenais des franchement, je suis conneries. dégoûté. Mais bon, Tu j'aurais m'étonnes. Tyler Shug pour me consoler. Exactement. Non, mais en tout cas, super boulot sur les prospects, hyper intéressant à chaque fois. Donc, top. Mais à Top. toi aussi, t'as fait un gros boulot sur les fiches. C'était pas Bah mal. ouais, mais c'est cool en plus que ça C'était pas amène plein de mal. débats, etc. On se parlait sur Twitter sur chaque post des fois, donc c'est toujours cool les Ouais, échanges qu'on franchement, peut c'était cool. avoir. Toujours cool. Top. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Hein. Pareil, autopromo, Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On le dit assez rarement, mais voilà, ça donne peut-être un petit peu plus de visibilité pour des personnes qui vous souhaiteraient découvrir le football américain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, c'est un canal de communication énorme, parce que tout le monde peut interagir avec tout le monde. Il n'y a aucun chan qui est limité, quelles que soient les équipes supportées. Donc ça, c'est le top. Et puis voilà, hâte que la saison commence. Là, on est un petit peu sur les mini-camps, donc on a des retours d'insiders de nos équipes. Et puis voilà, on va aller tranquillement, là, allez, mi-juin, plus qu'un mois et demi, un petit peu plus avant la pré-saison. Et puis voilà, la saison va arriver vite maintenant. On est impatient là. Là, on est impatient. Là. Mais là, le soleil arrive, on sent que c'est l'été, on sait que la saison Franchement, ça commence va à être bientôt dur. Hein. reprendre. Ça commence à être dur. Ah ouais. Non, Tu sais, en on août, se hype sur les 6e receveurs de notre équipe, là, ça commence à m'énerver. tu kiffes, tu restes 3 heures devant un match, il y a 4 heures de pub, c'est la même pub en continu, mais tu kiffes, Ouais, c'est ça. tu kiffes. Il y a le FL pour nous, Européens, pour nous faire un peu patienter, ça c'est cool. Merci à vous deux. Une nouvelle fois, merci à toutes et à tous. Bonne écoute, matin, le soir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. On se retrouve demain pour parler des Tennessee Titans de GG. Ça sera logiquement moi à la manette, comme ça GG pourra sortir ses plus belles techs pour ces Titans. Donc soyez au rendez-vous, je pense que ça peut être un épisode assez légendaire. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Bonne journée, bonne soirée et vive le football.